What a week, absolutely, yes. Yes. D'ailleurs, j'entends de plus en plus de rapports selon lesquels l'homme qui pousse vraiment cette idée de « réconcilions-nous avec la Russie pour pouvoir la retourner contre la Chine » serait apparemment Elbridge Colby. Et il exercerait apparemment une influence énorme. Il y a une figure très sinistre qui écrit des articles vraiment très étranges et plutôt inquiétants pour The National Interest, appelé A. Wes Mitchell, qui en 2021 prônait une guerre en Ukraine pour vaincre la Russie et ainsi remplacer le gouvernement russe actuel par un gouvernement pro-occidental qui se retournerait ensuite contre la Chine. Il s'avère qu'il est un proche ami d'Elbridge Colby. Voilà, comme je le dis toujours, au final, tout revient toujours à la Chine. Oui, et puis c'est toujours à propos de ces gens de l'État profond, non? Comme Nuland. Pour une raison quelconque, ils ont toujours beaucoup d'influence, peu importe qui est président. Exactement. Quoi qu'il arrive, ils sont toujours là. Oui, et très influents. Ils arrivent toujours d'une manière ou d'une autre à obtenir ce qu'ils veulent. C'est vraiment incroyable. Oui, absolument. Oui. D'accord, bien sûr, le grand sujet concerne tout ce qui se passe autour de l'accord de paix, s'il y en a un. La dernière chose que je viens de voir, il y a environ 30 minutes, c'est que Sergei Lavrov a donné une interview à NBC et il a essentiellement dit qu'aucune rencontre en tête-à-tête entre Zelensky et Poutine n'était prévue. Il a déclaré que le président Poutine est toujours prêt à négocier et à discuter, mais qu'il doit y avoir un véritable ordre du jour, ce qui apparemment n'est pas le cas. Donc, il n'y a rien. D'accord, on pourra en reparler plus tard, mais je veux revenir étape par étape parce que c'est très confus. Alors, comment en est-on arrivé là? D'accord. Alors, qu'ont exactement convenu Trump et Poutine lors de leur rencontre? Commençons par cela. Ils se sont mis d'accord sur une seule chose et une seule chose seulement. Tout le reste n'est que confusion et bruit. Ils se sont mis d'accord sur le fait qu'il ne devait pas y avoir de cessez-le-feu en Ukraine, que la guerre elle-même continuerait jusqu'à un règlement global, de sorte que des négociations auraient lieu, même pendant que les combats se poursuivent. Telle est la position russe. Les Américains, bien sûr, s'y sont opposés. Depuis le début de la présidence de Trump, les Américains essaient d'obtenir un cessez-le-feu. Les Ukrainiens et les Européens essaient d'obtenir un cessez-le-feu parce qu'ils en veulent un, car ils savent que l'Ukraine est en train de perdre la guerre. Donc, ils veulent un cessez-le-feu pour arrêter la guerre. Et les Russes craignent que si cela arrivait, ce serait comme Minsk, encore une fois. Ils feraient traîner les négociations indéfiniment. Cela donnerait à l'Ukraine le temps de se reposer et de se réarmer, et la guerre recommencerait pratiquement depuis le début. Donc, les Russes ont dit non, pas de cessez-le-feu. Et Trump était d'accord avec eux lors de la réunion de vendredi. Rien d'autre n'a été convenu du tout. Rien. Et je pense que c'est un point très important et clair à comprendre. Oui, c'est là que réside la confusion, parce que l'enjeu principal, c'est la garantie de sécurité, non? C'est pour ça que c'est si confus, parce que lundi, Zelensky et les médias chinois les appellent les 7 nains. Tu sais, ils ont une réunion à la Maison-Blanche. C'est remarquable à observer. Mais bref, ce qui me frappe, c'est que lorsque Zelensky a été interrogé sur la réunion pour prononcer un discours, la toute première chose qu'il a dite, c'est qu'il était très heureux d'entendre parler des garanties de sécurité de la part des États-Unis. Et c'est ce que Trump semblait lui avoir dit. Donc, mon interprétation à l'époque était que Poutine avait en quelque sorte accepté non pas l'adhésion à l'OTAN, mais une garantie de sécurité similaire à celle de l'OTAN, ce que j'ai du mal à croire, mais je me suis dit que c'était probablement ce à quoi Poutine avait consenti, car c'est l'impression que j'en ai eue.
Mais plus tard, Trump a été interrogé à ce sujet. Il n'a pas exclu la présence de troupes américaines au sol. Il ne l'a pas exclu. Mais ensuite, bien sûr, la Russie est revenue en disant « Non, non, nous n'avons jamais accepté une telle chose ». Et puis, Trump a déclaré qu'il n'y aurait pas de troupes américaines au sol. Alors, de quoi s'agit-il exactement, cette garantie de sécurité? Oui, je vais anticiper en disant que la raison de toute cette confusion, c'est que cette rencontre entre Trump et Poutine a été organisée dans une précipitation extraordinaire. Trump voulait cette réunion très rapidement et très tôt parce qu'il ne voulait pas imposer de sanctions, ou, je vais corriger cela, je retire ce que je viens de dire. Il ne voulait pas imposer des droits de douane de 100% à la Chine. C'est vraiment ce qu'il ne voulait pas faire. Vous voyez, il a menacé d'imposer ces droits de douane massifs à quiconque achèterait du pétrole russe. La Chine achète beaucoup de pétrole. Il sait que s'il fait cela, s'il impose des droits de douane de 100% à la Chine, cela va le replonger dans la guerre économique dans laquelle il s'est retrouvé au printemps. Nous savons très bien que cela ne s'est pas du tout bien terminé. Donc, il ne voulait pas faire cela. Alors, il a contacté Poutine. Il a envoyé Wykov à Moscou. Il a dit à Wykov, « Tu dois organiser cette rencontre avec Poutine aussi vite que possible, parce que j'ai besoin d'une raison pour ne pas imposer ces sanctions et ces tarifs dont je parlais. » Donc Poutine, qui d'ailleurs n'était pas enthousiaste à l'idée de cette rencontre, je veux dire, il a fallu 3 heures à Wykov pour le convaincre. Bref, Poutine a finalement accepté. Ils se sont rencontrés à Anchorage. Ils se sont mis d'accord sur ce point précis. Les Russes, je pense, avaient obtenu cet accord des Américains avant la rencontre. C'est ce qu'on appelle l'offre acceptable faite par les Américains qui a poussé Poutine à accepter la rencontre. Il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Et ils ont eu la réunion. Les Russes ont exposé leur position. Les Américains ont exposé leur position. Les Russes ont dit, les Américains ont dit, nous allons avoir un cessez-le-feu et un règlement négocié un jour. Nous devons réfléchir à la sécurité de l'Ukraine. Poutine, comme il l'a déclaré lors de la conférence de presse, a dit, écoutez, nous ne sommes pas opposés à fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. C'est ce que nous avons fait dans l'accord d'Istanbul d'avril 2022. Trump, bien sûr, ne sait rien de l'accord d'Istanbul d'avril 2022. Il n'a pas ce niveau de compréhension de ce problème. Il ne l'a pas étudié ni enquêté, car les Américains ne le font plus de toute façon. Il n'y a pas eu de réunion préparatoire entre responsables, comme on pourrait s'y attendre, où tout cela aurait pu être clarifié et réglé à l'avance. Donc, Trump est sorti de la réunion en disant à tout le monde que les Russes avaient accepté des garanties de sécurité, ce que j'avais déjà expliqué auparavant, quand j'essayais d'expliquer la situation aux Européens, lorsque je leur ai parlé 2 jours avant la réunion. Je leur ai dit que je n'étais pas opposé à accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine. Donc, il sort de là en disant à tout le monde que les Russes ont accepté. Et bien sûr, les Russes n'ont pas accepté les garanties de sécurité qu'ils pensent avoir obtenues. Ils font simplement référence à ce qu'ils avaient convenu avec les Ukrainiens en avril 2022, ce qui est quelque chose de complètement différent. Et nous reviendrons sur ce point dans un instant. Tout cela est entièrement le produit de la manière chaotique et désorganisée dont Donald Trump et l'administration américaine mènent la diplomatie. Alors, de quelle garantie de sécurité les Russes parlent-ils exactement? Voulaient-ils une sorte de garantie de sécurité de l'ONU? Oui, oui. Ce qu'ils ont dit, c'est que ça s'est passé en avril 2022 et que cela a été accepté par les Ukrainiens d'ailleurs, paraphrasé par les Ukrainiens. L'ensemble de l'accord d'Istanbul, l'accord initial d'avril 2022 à Istanbul,
a été accepté par les Ukrainiens. Donc, en échange de diverses concessions de la part de l'Ukraine, dont la plus importante était qu'elle resterait en dehors de l'OTAN et qu'elle réduirait la taille de ses forces armées, les Russes ont déclaré que l'Ukraine recevrait des garanties de sécurité de la part des 5 membres permanents du Conseil de sécurité: les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne, et de tout autre pays, comme la Turquie ou Israël ou tout autre, qui souhaiterait accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine elle-même. Ces garanties de sécurité signifieraient qu'après l'accord, le territoire ukrainien restant recevrait une garantie explicite qu'il n'y aurait aucune attaque contre lui. Rappelez-vous, la Russie serait l'un des garants. Et afin de prévenir toute menace contre n'importe quel pays, et bien sûr cela inclut la Russie, depuis le territoire ukrainien, chaque pays garant aurait la possibilité de mettre son veto au déploiement de troupes sur le territoire ukrainien, même pour de courtes périodes temporaires, par n'importe quel autre pays. Ainsi, il n'y aurait pas de troupes russes en Ukraine, car les puissances occidentales auraient le droit d'y opposer leur veto. Et il n'y aurait pas de troupes occidentales en Ukraine, car les Russes auraient également un droit de veto à ce sujet. D'accord. Et ce sont ces garanties de sécurité dont les Russes parlaient et auxquelles les Ukrainiens avaient consenti en mars et avril 2022. Maintenant, pour anticiper, la principale raison pour laquelle cet accord, qui avait été négocié et conclu entre les Russes et les Ukrainiens en avril 2022, n'a jamais été mis en œuvre, c'est parce que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, parlant au nom de la Grande-Bretagne et des États-Unis, a dit aux Ukrainiens que s'ils allaient de l'avant avec cet accord, la Grande-Bretagne et les États-Unis refuseraient de leur accorder ces garanties de sécurité. Cela nous ramène donc à la case départ et explique toute la situation. Voilà où nous en sommes. Eh bien, Victoria Nuland a en fait expliqué cela dans l'une de ses interviews. Elle a dit que la raison pour laquelle ils l'ont torpillé, c'est parce que selon ses propres mots, vous avez les Russes qui garantissent les Ukrainiens. Comment pouvez-vous faire confiance à cela? Comment pouvez-vous faire confiance aux Russes? C'est leur raison, je suppose. Oui, même si cela semble beaucoup plus attrayant aujourd'hui qu'à l'époque. D'accord. Oui, à ce sujet, Bill Clinton a récemment dit quelque chose qui, selon moi, mérite toujours d'être clarifié. Il a déclaré qu'une des raisons pour lesquelles il tient tant à continuer de soutenir l'Ukraine, c'est qu'à l'époque où il était président, c'est lui qui a convaincu les Ukrainiens d'abandonner leurs armes nucléaires. Donc il fait à nouveau référence au mémorandum de Budapest, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a encore beaucoup de confusion. Les gens le comprennent mal. Pouvez-vous expliquer exactement où se situe le problème? Il ne s'agit pas seulement de confusion. C'est carrément un mensonge. L'Ukraine n'a jamais possédé d'armes nucléaires. C'est vraiment l'élément clé à comprendre. Les armes nucléaires dont nous parlons étaient celles de l'Union soviétique. L'Ukraine faisait bien sûr partie de l'Union soviétique. Certaines armes nucléaires soviétiques, des bombardiers, leurs bombes, certains missiles, des missiles balistiques intercontinentaux à longue portée, étaient situés sur le territoire ukrainien. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, le commandement militaire et les soldats responsables de ces armes nucléaires continuaient de recevoir leurs instructions du commandement militaire à Moscou. Autrement dit, les Russes contrôlaient ces armes nucléaires, qui étaient situées sur le territoire ukrainien. Les Ukrainiens n'ont jamais eu le contrôle de ces armes nucléaires, et il ne s'agissait jamais de leurs armes nucléaires. Les Ukrainiens n'auraient pas pu prendre le contrôle de ces armes nucléaires. S'ils les avaient capturés, s'ils étaient simplement entrés et en avaient pris possession physiquement,
Il existe toutes sortes de dispositifs de sécurité et de contrôle pour les armes nucléaires, des codes spéciaux et ce genre de choses, dont vous auriez besoin. Les Ukrainiens ne les avaient pas, ne les ont pas reçus, et n'auraient jamais pu les obtenir. Et bien sûr, l'autre chose que les gens oublient systématiquement, c'est que lorsque l'Ukraine est devenue indépendante, comme condition de son indépendance et inscrit dans sa constitution à l'époque, il y avait une disposition selon laquelle elle serait exempte d'armes nucléaires. Voilà la réalité. Maintenant, les Russes étaient très inquiets du fait que ces armes nucléaires se trouvaient en Ukraine. Les Américains étaient très inquiets du fait que ces armes nucléaires se trouvaient en Ukraine. Car bien sûr, ces armes nucléaires n'étaient pas sécurisées. Un groupe terroriste aurait pu en prendre le contrôle et aurait pu utiliser les ogives ou autre chose. Ils auraient pu les démonter. Ils auraient pu en faire toutes sortes de choses. C'était très très grave. Il fallait donc convaincre les Ukrainiens d'accepter de les rendre aux Russes, de les remettre sous contrôle russe. Il y a donc eu une longue négociation détaillée. Les Américains faisaient pression pour que les Ukrainiens restituent les armes nucléaires. Et à la fin de ce processus, les Ukrainiens ont accepté. Ils n'avaient pas le choix, car ils avaient besoin d'une aide économique à ce moment-là, à la fois des Américains et d'ailleurs des Russes, car c'était une période de crise économique immense provoquée par l'effondrement de l'Union soviétique. Ils ont donc remis ces armes nucléaires, ou du moins ils ont permis aux Russes d'entrer en Ukraine et de récupérer ces armes nucléaires. En échange, il y a eu ce mémorandum de Budapest. Or, ce mémorandum n'a donné aucune garantie à l'Ukraine. C'est une autre idée reçue. Il n'y a jamais eu d'accord pour accorder des garanties de sécurité à l'Ukraine. Ce qu'il disait essentiellement, c'est que tous ces pays, sur la base du fait que l'Ukraine a remis ses armes nucléaires, toutes ses armes nucléaires, il n'est jamais écrit « armes nucléaires ukrainiennes ». Il n'est jamais dit que ce sont des armes nucléaires ukrainiennes. L'Ukraine va désormais devenir un État sans armes nucléaires. Tous les pays voisins ont reconnu l'Ukraine sur la base de ses frontières existantes à l'époque. Mais bien sûr, tout cela était, encore une fois, conditionné par le fait que l'Ukraine soit également un pays neutre, non aligné et sans armes nucléaires, comme le stipulait sa constitution à ce moment-là. Cela faisait donc partie d'un ensemble d'accords conclus à la fin de la guerre froide. Et ce que les gens font aujourd'hui, c'est ignorer le reste de cet ensemble. De nombreux autres accords ont été conclus à cette époque, y compris des engagements selon lesquels l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est, et aussi que l'Ukraine resterait neutre et non alignée. Tous ces accords étaient en fait étroitement liés dans un seul et même ensemble. Ce que font les gens, c'est qu'ils prennent le mémorandum de Budapest, l'examinent séparément de tous les autres, puis en déforment les termes. C'est un sujet très complexe à aborder, et bien sûr, la complexité compte toujours quand on en parle. Vous savez, les gens lèvent les yeux au ciel et n'écoutent pas. Le récit occidental paraît simple, mais si vous lisez le mémorandum de Budapest lui-même, ce que j'ai fait de nombreuses fois d'ailleurs, tout cela devient immédiatement clair. Il ne garantissait pas l'Ukraine. Ce n'était pas une garantie de sécurité pour l'Ukraine. Et l'Ukraine n'a pas accepté d'abandonner des armes nucléaires parce qu'elle n'en a jamais possédé. Au mieux, on peut dire qu'à l'époque, l'Ukraine avait la possibilité de conserver quelque chose qu'elle ne pouvait pas vraiment utiliser, mais qui inquiétait à la fois les Soviétiques et les États-Unis. Au mieux, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire à ce moment-là. C'est tout à fait exact. Je veux dire, si l'Ukraine était intervenue et avait saisi ses armes nucléaires, il y aurait eu une crise majeure en Europe. Les Américains auraient été absolument furieux et inquiets à ce sujet.
car bien sûr, ils auraient été très préoccupés par ce qu'il adviendrait de ces armes nucléaires, d'autant plus que l'Ukraine elle-même n'aurait pas pu les utiliser. Et cela concerne aussi la Biélorussie, n'est-ce pas? Et un autre pays, je crois. C'est pas seulement l'Ukraine, d'accord. C'est le cas. Et il y a une autre disposition du mémorandum de Budapest stipule que les pays signataires, dont bien sûr les États-Unis, ne doivent pas s'ingérer dans les affaires intérieures des pays concernés, la Biélorussie et l'Ukraine. Or, comme nous le savons, les États-Unis se sont massivement ingérés dans les affaires intérieures de ces deux pays. Lors des manifestations qui ont eu lieu en Biélorussie en 2020, plusieurs personnes, à l'époque, ont souligné, c'était en 2020, souvenez-vous, avant le début de l'opération militaire spéciale et de la guerre en Ukraine, ils ont fait remarquer aux États-Unis qu'ils s'ingéraient dans les affaires intérieures de la Biélorussie. Et cela allait à l'encontre des dispositions du mémorandum de Budapest. L'ambassade américaine à Minsk a publié un communiqué qui disait en substance que cela n'avait pas d'importance, car le mémorandum de Budapest n'avait aucune valeur contraignante en droit international. Ils l'ont effectivement déclaré. Alors Bill Clinton oublie tout cela. Oui, je sais. Très typiquement américain, je pense. Maintenant, au milieu de tout cela, un autre élément qui n'a pas reçu beaucoup d'attention, c'est que l'Ukraine a en fait coupé l'approvisionnement en pétrole via l'oléoduc Druzhba, qui fournit du pétrole à la Hongrie et à la Slovaquie. J'essayais de déterminer le moment exact, mais il est difficile de dire précisément quand cela s'est produit. Mais c'est aux alentours du lundi 18. Donc tout cela s'est passé alors qu'une réunion se tenait à Washington à peu près à ce moment-là. Cela se passait aussi. Et puis Trump a appelé Orban immédiatement après la réunion en Alaska avec Poutine, cherchant en gros à convaincre Orban de permettre à l'Ukraine de rejoindre l'UREB. D'après ce que j'ai compris, c'est de cela qu'il s'agissait lors de l'appel téléphonique. Pourquoi l'Ukraine ferait-elle quelque chose comme ça à un moment aussi crucial? Eh bien, c'est une excellente question. Et bien sûr, il est très difficile de donner une réponse simple et cohérente, parce que, je veux dire, ça semble complètement illogique. Maintenant, je vais faire une supposition ici. Je pense que les Ukrainiens et les Européens en discutent ensemble depuis très très longtemps. Les Européens ne veulent pas arrêter les importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie vers l'Europe. Et ils n'aiment vraiment pas Orban. Et ils n'aiment vraiment pas Fico. Et je pense qu'ils font actuellement un effort majeur pour essayer de déstabiliser ces gouvernements. Et il y a actuellement une tentative de révolution de couleur en cours en Serbie, comme nous en parlons. Donc tout cela, parce que ces trois pays travaillent ensemble, fait partie de ce processus. Et je dois dire, ça peut sembler un peu complotiste, mais vous savez, avec des gens comme ça, on ne peut pas l'écarter. Je pense que tout cela fait tentative d'une tentative de mettre la pression sur Orban et en fin de compte sur Fico. Les Européens détestent Orban. Ils n'aiment pas le fait qu'il ait l'influence qu'il a sur Trump. Et ils voulaient trouver un moyen de le discréditer. Ils veulent le faire en interférant avec les approvisionnements en pétrole et en gaz. Et les Ukrainiens veulent aussi le faire. Ils doivent comprendre que Trump ne devrait pas apprécier cela, car il essaie de convaincre Orban d'aider l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, de soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'URECOMER. Et puis, il se passe quelque chose comme ça. Je veux dire, comment Trump pourrait-il être satisfait de cela? On aurait pu penser qu'il ne serait pas content de cela. Et on s'attendrait à ce qu'Orban s'en plaigne auprès de Trump. Mais Trump me semble être un homme profondément confus. Je ne pense pas qu'il ait jamais vraiment pris la mesure de ce problème. Et je ne crois pas qu'il comprenne réellement comment tous les différents éléments s'articulent.
Donc à ce moment-là, lors de cette réunion de lundi, il voulait essentiellement calmer les Européens. Il venait juste d'avoir cette rencontre avec Poutine, et les Européens étaient très contrariés et en colère à ce sujet. Donc le but de cette réunion, très imprudemment, était de faire croire aux Européens qu'en réalité, vous savez, je suis de votre côté. Nous allons parler de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Nous allons parler d'une rencontre entre Poutine et Zelensky. Et j'y serai aussi. Il n'a donc pas voulu être dur avec eux parce qu'il voulait les rallier à sa cause. Il détourne donc simplement le regard pendant que le pipeline de son ami Orban est détruit. Un dirigeant fort, un dirigeant menant une politique claire au nom des États-Unis, n'agirait pas ainsi. Il aurait simplement dit aux Européens, « Écoutez, je viens d'apprendre que l'Ukraine a attaqué ce pipeline. C'est totalement inacceptable. À moins d'avoir maintenant de votre part la promesse que cela cesse, toute assistance en matière de renseignement à l'Ukraine prendra fin. Et je veux cet engagement de votre part dès maintenant. » C'est ce qu'un dirigeant fort ferait. C'est ce qu'on attendrait du président des États-Unis. Mais Trump ne fait jamais cela. Il essaie toujours de ménager la chèvre et le chou, ce qui crée une confusion et un désordre énorme. Eh bien, une chose que je trouve très déroutante dans son comportement, c'est cette lettre de Melania Trump à Poutine. Je n'ai jamais vraiment compris le but de cette lettre, parce que si on la lit, elle dit « Monsieur Poutine, vous pouvez à vous seul restaurer le rire mélodieux des enfants en protégeant leur innocence. » Donc, pour moi, la lettre parle des enfants et suggère que d'une certaine manière, Poutine peut à lui seul les aider, ce qui me donne l'impression qu'elle lui reproche de ne pas le faire, puisque cela semble si facile pour lui. Je pense que lorsque Poutine lit une lettre comme celle-là, il ne peut pas en être particulièrement heureux. Alors, quel est le but d'une telle lettre? Eh bien, je pense que ce n'était franchement pas seulement une mauvaise lettre, mais même une lettre sinistre. On a l'impression que Melania est vraiment du côté des Européens et de toutes ces personnes, et qu'elle n'est pas vraiment d'accord avec les tentatives de Trump de se réconcilier d'une manière ou d'une autre avec les Russes, et qu'elle s'y oppose constamment. Je veux dire, apparemment, Trump lui-même a dit qu'il avait de bons échanges avec Poutine, puis qu'il allait voir Melania, et qu'elle se plaignait auprès de lui du fait que les Russes attaquaient à nouveau Kiev. Il semble qu'elle ait ce genre d'influence. Donc, clairement, oui, c'était une tentative de rejeter la faute sur Poutine pour le sort des enfants. Il me semble assez évident de quoi il s'agit, à savoir ce récit, qui n'est qu'un récit. Je peux vous dire, en tant qu'avocat qui a déjà travaillé sur ce genre d'affaires, des cas d'enlèvement d'enfants, que les Russes ont enlevé 20 000 enfants d'Ukraine. Melania croit clairement à cette histoire, qui est une pure fantaisie. Ce n'est pas un fait avéré, c'est une pure fiction, mais elle y croit clairement, ou fait semblant d'y croire. Donc elle a remis cette lettre à Trump. Elle est probablement très en colère que Trump ait rencontré cet homme malfaisant. Trump la transmet mollement. Et apparemment, il y a eu quelques réticences, donc la lettre n'est pas tout à fait explicite. Mais, comme vous l'avez justement dit, je ne pense pas que Poutine ait été impressionné ou l'ait très bien pris. Franchement, je ne pense pas que Poutine aurait été content que Trump l'ait appelé, même en même temps que Zelensky et tous ces responsables européens qui étaient à la Maison-Blanche, en fait. Je pense que Poutine aurait presque certainement vu cela comme une tentative de lui mettre la pression. Eh bien, j'ai fait une émission sur la lettre de Melania Trump. Je voulais simplement que mes spectateurs, vous savez, mes spectateurs chinois, sachent ce qui se passait là-bas. Beaucoup de gens ont commenté en disant « Et les enfants à Gaza, est-ce que Melania Trump s'en soucie ?» Vous savez, je pense que c'est une bonne remarque.
Eh bien, c'est un excellent point. Si quelqu'un peut redonner le rire mélodieux aux enfants, ce n'est pas Poutine, c'est Trump. Il peut ordonner, il peut dire à Netanyahou, « Tu arrêtes demain. Si tu n'arrêtes pas, plus aucune aide économique ou militaire des États-Unis. » En attendant, en ce moment même, alors qu'ils étaient en train de négocier en Alaska, il y a autre chose. Le département d'État vient d'arrêter de délivrer des visas pour les enfants de Gaza. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors pourquoi Melania Trump n'a-t-elle pas mis la pression sur Trump à ce sujet? Exactement. Eh bien, exactement. Oh, elle n'aime pas? J'ai l'impression qu'elle n'aime pas la Russie. Je veux dire, elle a intégré les idées reçues habituelles sur la Russie que beaucoup de gens partagent. Je soupçonne qu'il y a beaucoup de disputes entre eux deux. Enfin, c'est mon impression. Vous voyez, c'est là la différence entre la vision chinoise et probablement même orientale de la première dame. En Chine, il y a une profonde rancœur si une femme, si l'épouse s'implique dans les affaires de son mari. Cela est très mal vu. Alors qu'en Occident, cela semble être une bonne chose, c'est même presque encouragé. Absolument. C'est pareil en Russie d'ailleurs. Les Russes sont comme les Chinois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la femme de Gorbatchev, Raïssa, a joué un rôle très important dans ses politiques. Et bien sûr, elle était vraiment quelqu'un qui voulait un rapprochement avec l'Occident, qui avait des opinions très libérales. Le peuple russe n'a pas du tout apprécié cela. Cela a été très largement mal vu là-bas. Je veux dire, c'était perçu comme un autre exemple du degré auquel Gorbatchev s'était occidentalisé. Pour être honnête, je pense en fait qu'en tant que couple, peu importe ce que vous faites, chacun devrait avoir ses propres activités et ne pas trop s'immiscer dans celles de l'autre. Je n'ai jamais pensé que c'était une bonne idée, tu vois? Eh bien, c'est tout à fait exact. Je veux dire, puis-je simplement dire que Catherine et moi, ma femme, sommes des Occidentaux, mais c'est exactement la position que nous adoptons. Nous sommes chacun au courant de ce que fait l'autre. Elle est universitaire. Moi, je fais tout ce que je fais. Mais nous ne nous donnons pas de notes chaque jour, ni ne nous demandons constamment des conseils. Je veux dire, c'est absurde. Exactement. Ou plutôt, des conseils non sollicités à l'autre. Eh bien, c'est pareil avec mon mari. Je crois que j'apprécie le fait de pouvoir faire ce que je veux. Vous savez, je suis sûre qu'il y a plein de choses sur lesquelles il n'est pas d'accord avec moi. Il nous arrive même de voter pour des personnes différentes lors des élections, mais je n'essaie jamais de le changer et il n'essaie pas non plus de me changer sur ce genre de sujet. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Il faut simplement se laisser de l'espace. N'est-ce pas? Voilà. Eh bien, absolument. Je veux dire, les Américains ont inventé ce concept de première dame ou de premier conjoint, j'imagine, quand nous aurons enfin une femme présidente. Ce qui, bien sûr, n'existe ni dans la Constitution américaine, ni dans la loi américaine. Mais, vous savez, c'est quelque chose qui s'est produit. Et vous avez tout à fait raison, c'est absurde. En fait, c'est une erreur. D'accord. Donc pour la suite, s'il est désormais incertain qu'il y ait une rencontre en tête-à-tête entre Zelensky et Poutine, si une réunion a lieu, il semble que le lieu pose problème. Parce que Poutine a parlé de Moscou, et je ne pense pas que Zelensky veuille aller à Moscou. Et il n'est pas certain que Trump les rejoigne. Donc si ce n'est pas Moscou, il y a quelques autres endroits, l'un d'eux est Genève, mais je ne pense pas que Poutine veuille aller à Genève. Genève est censé être un lieu neutre, mais ils ont eux-mêmes changé cela, non? Et l'autre, c'est la Biélorussie, Minsk. Mais ma question concernant Minsk, c'est qu'il y a déjà eu 2 accords de Minsk, donc un troisième,
Je ne sais pas ce que ça vaudrait, et bien sûr, quelqu'un a proposé la Turquie et aussi Pékin. Alors, qu'en pensez-vous? Quel serait le meilleur endroit? Eh bien, je pense que l'endroit le plus probable est Istanbul. Et il est vrai que Poutine a eu un appel téléphonique, je crois avant-hier, avec Erdogan. Et si l'on regarde ce que disent les Russes, ils ont été très très clairs sur le fait que le processus de négociation en cours est celui entre les équipes de négociation russes et ukrainiennes qui se sont réunies à Istanbul. Ils se sont déjà rencontrés 3 fois. Les Russes ont déclaré que ce format devait être renforcé et élargi. Ils ont évoqué la création de 3 groupes de travail. Ils ont dit que les chefs de délégation pourraient être rehaussés. Ils ont laissé entendre que, si ces groupes se réunissent et qu'un progrès vers un accord est réalisé, alors Poutine et Zelensky pourraient se rencontrer. Mais si c'est exact, alors le lieu logique serait Istanbul. Et je pense que c'est très probablement là que cela se passera. Je n'imagine pas que Zelensky veuille aller à Moscou. Poutine ne voudra pas aller à Genève, comme vous l'avez tout à fait justement dit. Les Russes ne considèrent plus la Suisse comme un pays neutre. En fait, ils la considèrent comme un pays inamical. Budapest a également été proposé, mais cela se trouve aussi dans l'Union européenne. Je ne pense pas que les Russes voudraient s'y rendre. Pékin, je ne pense pas qu'il serait très heureux d'y aller. Et je ne pense pas non plus que Zelensky voudrait s'y rendre. Donc je pense qu'Istanbul est de loin l'endroit le plus probable. Si ça arrive, parce que... Si cela arrive. Oui, oui. Je veux dire, je vous ai regardé avec John Mearsheimer et Glenn Diesen, n'est-ce pas, cette conversation? C'était très intéressant. Ça m'a beaucoup éclairé parce que tout cela est tellement confus. Vous savez, toute cette histoire. Et puis, on verra si ça se produit. Mais il y a une chose, ce sont les Européens, n'est-ce pas? Je pense que dans votre émission, vous avez très bien expliqué la position des Européens, pourquoi ils considèrent tout cela comme une telle catastrophe pour eux, si vous savez, il y a un accord de paix ou quelque chose comme ça. Pouvez-vous expliquer cela à mon public? Oui, de leur point de vue, du point de vue des puissances européennes, ils sont faibles, désorganisés, et ils ont une très très longue histoire de rivalité entre eux. Au cours des 80 dernières années, grâce aux États-Unis, ils ont évité de se faire la guerre. Mais cela ne signifie pas que toutes les tensions qui existent en Europe ont disparu. Ils se sont également lancés dans ce processus très ambitieux et complexe de construction européenne, qui a abouti à l'Union européenne. Et cela entraîne aussi des résultats profondément insatisfaisants et difficiles. Si les États-Unis quittent l'Europe, si les États-Unis quittent l'Ukraine, alors plusieurs choses commencent à se produire. L'Union européenne elle-même devient insoutenable, car elle a besoin que les États-Unis soient présents pour la maintenir unie. Les Européens eux-mêmes, avec leurs économies très très fragmentées et brisées, risquent alors d'augmenter les rivalités entre eux. Et bien sûr, ils ont aussi le grand cauchemar de se retrouver seuls face aux Russes. Ils ont réussi à rendre les Russes très très en colère contre eux. Et comme nous pouvons tous le constater, la Russie n'est pas seulement un pays bien plus grand que n'importe quel autre pays européen. Elle est aussi d'un ordre de grandeur bien plus puissant. Donc, pour toutes ces raisons, les Européens sont désespérés de garder les Américains en Europe. Et pour garder les Américains en Europe, ils doivent les maintenir en Ukraine. Si les Américains se retirent d'Ukraine, ils pourraient alors commencer à se demander s'ils doivent rester en Europe. Voilà ce qu'est, en fin de compte, la politique européenne. Cela signifie prolonger la guerre en Ukraine. Si cela implique de détruire l'Ukraine,
si cela conduit à une situation où la Russie remporte une victoire totale, tout cela est préférable à leurs yeux que de voir les Américains partir. Je dois dire que cette stratégie me révolte. J'en ai honte, compte tenu de l'histoire de tous ces pays. Mais cela explique, pour vos téléspectateurs chinois, pourquoi vous avez vu toutes ces images de dirigeants européens se rendant à Washington, s'inclinant devant Trump. Vous savez, ce sont des pays qui, il y a 100 ans, étaient de grandes puissances. La Grande-Bretagne et son empire, la France et son empire, l'Allemagne, tous ces pays. Ils sont maintenant là, vous savez, à supplier les Américains de rester parce qu'ils sont devenus, en fait, des acteurs marginaux. Et la seule façon pour eux de conserver de l'influence, de préserver une sorte de stabilité instable en Europe même, et de tenir les Russes à l'écart, c'est de maintenir la présence américaine. Il y a une remarque très célèbre qui a été faite par le premier secrétaire général de l'OTAN dans les années 1940. Il s'appelait Lord Ismay. Il était britannique. Il a dit que tout l'objectif de l'OTAN était de garder les Américains dedans, les Russes dehors et les Allemands à terre. Plus personne ne se soucie des Allemands aujourd'hui. Personne ne croit vraiment qu'ils représentent une menace. Mais il s'agit essentiellement de maintenir la paix entre Européens, de tenir les Russes à l'écart. Et pour cela, il faut garder les Américains présents. Eh bien, ma question est donc la suivante. Tout ce projet européen, parce que l'idée, c'est de rassembler tous ces petits pays, des pays plus petits, n'est-ce pas, par rapport à la Russie et aux États-Unis, de les unir pour devenir plus puissants. Non, vous êtes tous ensemble. Vous avez plus d'opportunités économiques et tout le monde devrait progresser ensemble. Et en principe, si j'ai bien compris, comme vous êtes maintenant plus grand, si besoin, militairement, vous avez l'OTAN pour vous protéger. Donc, toute l'idée de l'Union européenne, c'est que vous puissiez tenir debout seul, comme une entité puissante. Ça ne marche pas. Tu sais, Sophia, c'est ma grande erreur dans la vie, parce que pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été un fervent partisan, d'abord de la communauté économique européenne, puis de la communauté européenne. Et lorsque l'Union européenne a été lancée dans les années 90, je pensais encore que c'était une bonne chose. L'idée était de rassembler toutes les nations d'Europe pour assurer la paix sur le continent. Non, pour développer l'économie européenne, car l'Europe manquait d'économies d'échelle comme on en voyait aux États-Unis et en Chine, voire dans une certaine mesure en Russie. Et je pensais que cela fonctionnerait. C'était la bonne voie pour l'Europe. Et je dois le dire, cela s'est révélé être un désastre. C'est là que j'ai complètement échoué en tant qu'analyste. Je veux dire, il y avait des gens qui avertissaient que cela ne se passerait pas ainsi, que rassembler l'Europe de cette manière signifierait que l'Europe serait bien moins que la somme de ses parties, comme on dit. Vous savez, on n'obtiendrait pas une Europe plus forte, on obtiendrait une Europe plus faible. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Cela signifie que la politique s'est vidée de son sens dans les pays européens, parce que la politique à l'intérieur des pays européens n'a plus vraiment de signification. Vous élisez des gens, mais ils ne vous sont pas véritablement redevables. Ils sont responsables devant le secrétariat, si vous voulez, la Commission à Bruxelles. C'est là que les grandes décisions sont prises aujourd'hui. On n'a jamais créé d'institution centrale capable de développer une véritable politique économique générale. Et finalement, la politique étrangère que vous avez créée est la plus étroite et la plus contestable que vous auriez pu avoir. Donc, au lieu d'une Europe plus grande, et par une Europe plus grande, j'entends une Europe meilleure, nous avons une Europe plus petite, plus faible, plus laide, plus marginale, une Europe qui semble aujourd'hui en état de délabrement épouvantable. Comme je l'ai dit, c'est très triste pour moi.
smart. Mais vous l'avez vu lors de cette réunion à la Maison-Blanche. Je veux dire, ils y vont tous pour se prosterner devant Donald Trump. C'est comme si c'était Franklin Roosevelt ou John F. Kennedy ou quelques grands dirigeants des États-Unis. C'est un homme que beaucoup de gens en Amérique ne prennent pas au sérieux. Et pourtant, les Européens sont là, à ramper devant lui. Quelle prestation plus honteuse et plus déshonorante pourrait-on voir que celle-là? Et rien n'illustre mieux, comme je l'ai dit, le déclin de l'Europe que cela. Oui, les 7 nains, c'est ça? Oui, les 7 nains, exactement, oui. Je veux dire, vous savez, les grandes puissances, les pays qui ont dépecé la Chine. Oui, les Allemands étaient à Tianjin, et les Britanniques et les Français avaient Shanghai, ils avaient partagé Shanghai, et les Britanniques avaient Hong Kong et tout ça. Et maintenant, ils en sont réduits à ce niveau. Eh bien, on pourrait dire, il y a une certaine justice là-dedans. Oui, oui, c'est possible. Eh bien, je suppose que c'est simplement que l'Europe manquait d'un vrai leader. Je pense que, vous savez, quand on met tout ensemble, ça devient une entité tellement grande avec autant de pays, il faut un leader puissant qui puisse vraiment diriger l'ensemble. Mais ils n'ont pas ça, je crois. Non, non. Et l'organisation politique en Europe empêche l'émergence d'une telle personne, car quelqu'un de ce genre devrait d'abord devenir un leader fort dans l'un des États-nations. Cela signifie que le centre de l'Unabomber, comme je l'appelle, verrait immédiatement cette personne comme une menace pour lui-même et ferait tout son possible pour la discréditer. Exactement. Très bien. Donc, tout l'objectif, comme vous l'avez dit au début, était de faire la paix avec la Russie contre la Chine. Parlons donc de la guerre commerciale avec la Chine. Maintenant, Trump vient d'ajouter 407 nouveaux produits liés aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium, 100%. Ce qui me stupéfie, c'est que l'on sait désormais qu'il avait déjà imposé 50% sur tout l'acier et l'aluminium, ce que vous avez mentionné et qui avait choqué la Grande-Bretagne. Mais maintenant, il ajoute des produits liés à l'acier et à l'aluminium, parmi d'autres, comme les tracteurs, les bulldozers, les compresseurs et les pompes. Ce sont justement les choses auxquelles j'ai immédiatement pensé, dont les agriculteurs ont besoin, dont les petites exploitations agricoles ont besoin. Je trouve cela fascinant. L'administration Biden a imposé de nombreuses réglementations déraisonnables aux agriculteurs, leur demandant d'obtenir tel ou tel permis, d'acheter du matériel coûteux pour améliorer leurs exploitations, filtrer l'eau, être respectueux de l'environnement et garantir la sécurité alimentaire, ce genre de choses. Cela a mis beaucoup d'agriculteurs en colère. Et maintenant Trump, il ne vise pas seulement les agriculteurs, les petits agriculteurs, mais cela punit aussi les agriculteurs. Je veux dire, cela leur impose une charge déraisonnable. On dirait que le gouvernement des États-Unis, qu'il soit républicain ou démocrate, ne semble pas se soucier des agriculteurs. Je ne comprends pas cela. Non, ce n'est pas le cas. Ils ne sont plus assez nombreux pour influencer les élections. Il fut un temps, dont je me souviens, où les personnes qui travaillaient la terre aux États-Unis constituaient un lobby politique important parce qu'ils avaient des voix. Ils pouvaient changer le résultat dans des États clés et ces États étaient importants dans le collège électoral. Tout cela. Mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Une autre chose qui se passe, c'est que l'agriculture aux États-Unis est devenue essentiellement le travail de personnes âgées. Apparemment, la plupart des agriculteurs ont largement dépassé la soixantaine, donc on ne s'inquiète plus vraiment pour eux. L'une des particularités de l'Amérique, de son histoire, c'est que la source de sa croissance économique, de son essor économique au 19e siècle, était l'agriculture. C'était un grand exportateur de denrées alimentaires. Ce que faisaient les Européens, c'était acheter des grains et des produits alimentaires américains aux États-Unis.
and food products from the United States. And so it was American food production. Ainsi, c'est la production alimentaire et agricole américaine, le coton et d'autres produits de ce type, qui a initialement lancé l'économie américaine et en a fait ce colosse économique. Ensuite, pendant la majeure partie de ma vie, le système agricole américain a toujours été présenté comme un immense moteur d'efficacité, produisant d'énormes excédents alimentaires. Or, ces nouveaux tarifs vont provoquer une crise majeure. Ils vont encore augmenter les coûts. L'Amérique est déjà en train de perdre sa place de grand exportateur alimentaire. Et ici, on pourrait dire que c'est là que les Russes vont commencer à intervenir. Car bien sûr, eux, au contraire, travaillent très activement à développer leurs industries agricoles. Oui, il y a une chose, ce sont les graines de soja. Et pour vous donner le chiffre, en 2024, la Chine a acheté environ 12,8 milliards de dollars de graines de soja américaines. Et cette année, c'est la saison, en ce moment, c'est la saison 0. Donc la Chine n'a acheté aucune graine de soja aux États-Unis. Eh bien, voilà, ça vous montre l'ampleur de la crise. Le Brésil va maintenant les acheter au Brésil. Le Brésil, l'Argentine, oui. Et ce genre de choses, une fois que vous changez, il est difficile de revenir en arrière parce qu'il y a toujours des contrats à long terme, n'est-ce pas? Correct. Et dans la mesure où l'Association américaine du soja a désormais envoyé une lettre à Trump lui demandant essentiellement de régler au plus vite ce différend commercial avec la Chine, car ce sont eux qui en paient le prix. Oui. C'est pas si cela va finir. Non. Mais d'accord, admettons qu'ils ne se soucient pas des agriculteurs. Qu'en est-il d'une entreprise comme John Deere, un fabricant? John Deere souffre des deux côtés. Les tarifs douaniers, même si c'est une entreprise américaine et qu'il fabrique ses machines ici, aux États-Unis, ils exportent, mais ils importent aussi beaucoup de pièces détachées. Et donc, les pièces deviennent maintenant plus chères, ce qui les rend moins compétitifs à l'international lorsqu'ils exportent. Et l'industrie agricole s'affaiblit, donc leurs clients perdent de l'argent. Trump ne prend-il pas en compte ce genre de conséquences? Non, je ne pense pas qu'ils comprennent. Je veux dire, j'ai l'impression, et j'ai écouté tous ces personnages bizarres qu'il a rassemblés autour de lui, des gens comme Peter Navarro et Stephen Moore. Je n'ai pas l'impression que ces personnes aient la moindre compréhension des chaînes d'approvisionnement et de la complexité qu'elles impliquent, ni du fait qu'on ne peut pas faire X avant d'avoir fait Y. Je veux dire, ils ne comprennent tout simplement pas cela. Ils pensent que si on s'arrête simplement, cela voudra simplement dire que Caterpillar recommencera à produire plus de tracteurs. Ils ne comprennent pas que Caterpillar, John Deere et toutes ces entreprises, que ces tracteurs qu'ils fabriquent utilisent des composants. Ils utilisent de l'acier venant de partout. Ils utilisent des machines-outils. Ils ont besoin de machines-outils venant de Chine. Ils ont besoin de composants venant de toutes sortes d'endroits. Ils ne comprennent tout simplement pas. Et ils pensent probablement que dans la mesure où ces choses sont nécessaires, d'une manière ou d'une autre, par un processus spontané, l'économie américaine va les produire elle-même. Ce n'est pas le cas. L'industrie ne fonctionne pas comme ça. Je veux dire, ces gens n'ont aucune connaissance de l'industrie. Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, moi j'en ai. J'ai des connaissances. J'ai travaillé dans le passé, c'était il y a un certain temps, quand la Grande-Bretagne avait une industrie. J'allais dans des usines, je voyais comment la production fonctionnait et je comprenais un peu les chaînes d'approvisionnement et je pouvais déjà voir les problèmes à l'époque, d'ailleurs. Mais je pense pas que ces gens comprennent quoi que ce soit à tout cela. Pensez-vous que c'est en partie pour cette raison que Trump fait autant pression sur l'Inde pour qu'elle ouvre son secteur agricole?
Trump essaie-t-il de remplacer le marché chinois par le marché agricole indien? Est-ce la raison? Well, yes, it is. I mean, that's absolutely part of the reason. And it's one of the reasons C'est absolument une partie de la raison. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les Américains sont tellement en colère contre l'Inde. D'ailleurs, ce que les Américains disent actuellement sur l'Inde est tout simplement choquant. Je veux dire, Peter Navarro a écrit quelque chose dans le Financial Times et je n'en croyais pas mes yeux en le lisant. Ils sont furieux contre l'Inde. Bien sûr, ils parlent du pétrole russe, mais au fond, il s'agit d'autres choses, comme les produits agricoles et ce genre de choses. Les Indiens essayent d'expliquer aux Américains, nous ne pouvons pas faire ce que vous nous demandez. Non seulement ça signifierait que nous renonçons à notre indépendance, mais si nous faisions ces choses, nous saperions les piliers de notre propre économie et de notre société, et nous créerions une énorme crise intérieure. Et Modi, le Premier ministre Modi, parcourt l'Inde pour rassurer la population indienne que pour lui, les droits et les intérêts des producteurs agricoles restent primordiaux. Je ne suis pas sûr qu'on puisse facilement remplacer la Chine. Par exemple, pour le soja, je ne suis pas certain que l'Inde en consommera autant. Ils ne le font pas. Cela ne joue absolument aucun rôle dans la cuisine indienne, à laquelle, bien sûr, en tant que Britannique, je suis très familier. Je veux dire, les graines de soja faisaient à l'origine vraiment partie de la cuisine d'Asie de l'Est. Et je ne sais pas si vos téléspectateurs chinois savent que la première mention du tofu en anglais a été faite dans une lettre de Benjamin Franklin. Vraiment? Oui, absolument. Il était végétarien et il a dit que les Chinois avaient des véritablement extraordinaires à tofu qui peut remplacer l'Inde. D'accord? Voilà. Cela me rappelle à quel point il est étonnant de constater le peu de connaissances, voire d'intérêt que l'on porte à l'unicité des différents pays, n'est-ce pas? Souvenez-vous, l'Australie a eu pendant un certain temps un gros différend avec la Chine, vous savez, à la demande des États-Unis, et donc la Chine a arrêté d'acheter du homard australien. Et ils ont immédiatement dit « Oh, nous pouvons nous tourner vers l'Inde ». Savent-ils que beaucoup de gens en Inde sont végétariens? Non, ils ne le font pas. Ils ne vérifient pas. Non, non, absolument pas. Vous voyez, j'étais consultant pour IBM. Quand je travaillais comme consultant, nous faisions toutes sortes d'études de marché. Nous analysions chaque aspect, chaque sous-groupe, parce que nous voulions les comprendre, etc. Comment se fait-il que lorsqu'il s'agit de politique étrangère, il n'y ait aucune implication de consultant pour comprendre ces pays et ces marchés, on dirait? Eh bien, il n'y en a pas. Parce que je veux dire, on en revient à la façon dont fonctionne le système politique américain et à la catégorie de personnes qui deviennent politiciens et qui entrent au département d'État. Comme nous le savons, ils viennent des universités de l'Ivy League où ils font certains types d'études et ils viennent de certains types d'écoles. Donc, ils n'ont pas ce bagage. Ce que d'ailleurs, le gouvernement américain avait absolument par le passé. Je veux dire, autrefois, si vous deveniez secrétaire au commerce des États-Unis, vous étiez quelqu'un qui avait travaillé dans l'industrie et qui avait une connaissance de ces choses. C'est la même chose en Grande-Bretagne. Je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, dans les années 1970 par exemple, les ministres britanniques chargés du commerce et de l'industrie avaient une expérience dans le commerce et l'industrie. Je veux dire, s'ils étaient conservateurs, ils étaient propriétaires ou directeurs d'entreprises industrielles. S'ils étaient travaillistes, ils avaient travaillé dans les syndicats et avaient participé au processus de production de cette manière. Mais il n'y a plus rien de tout cela en politique aujourd'hui.
Exactement. D'accord, la guerre des semi-conducteurs. Maintenant, ce que je trouve intéressant dans les articles que tu m'as envoyés, c'est qu'ils affirment que désormais, la dernière nouvelle est que Nvidia a arrêté la production du H20 parce qu'il ne sera pas vendu en Chine. Je veux dire, la Chine ne l'a jamais interdit. D'accord? La Chine a simplement conseillé à toutes les entreprises qu'il y avait une porte dérobée. D'accord? Oui. L'article que tu m'as envoyé du Financial Times affirme que la Chine était très en colère à cause des commentaires de Harvard Lutnick, selon lesquels nous donnons à la Chine des produits de mauvaise qualité, tu sais, pas les meilleurs et tout ça. Je savais que tu relèverais cette absurdité. Continue simplement, de toute façon. Eh bien, c'est pas comme ça que la Chine prend ses décisions. Non, je sais, exactement. Mais voici ce que je pense qu'il se passe. La Chine a enquêté sur le H20 parce qu'il comporte une porte dérobée. Mais les États-Unis, et peut-être l'Occident en général, ne veulent pas que les gens prêtent attention à cet aspect. Alors ils lancent cette histoire, « Oh, Lutnick a fait ses commentaires », et la Chine a été très contrariée, donc maintenant ils ont arrêté d'acheter. Voilà le niveau de reportage que l'on trouve aujourd'hui dans les médias. Ce qui est fascinant dans cet article du Financial Times, c'est que, dissimulé vers la fin, on admet que la Chine a déjà développé une autre puce, qui est en réalité meilleure. Mais cela n'a rien à voir avec le sujet. Selon l'article, c'est parce que Lutnick a dit quelque chose qui n'a pas plu à un membre du Politburo chinois. C'est ce que l'article sous-entend. Le fait que les Chinois disposent déjà d'une puce plus avancée que la H20 n'a aucun rapport avec les décisions prises par la Chine. Cela vous donne une idée de... Et d'ailleurs, je soupçonne que non seulement la plupart des gens qui lisent cet article vont le croire et croire à cette histoire absurde, mais que ceux qui l'ont écrit y croient probablement aussi. C'est ce qui est si extraordinaire dans cette affaire. Cela vous donne une idée de la manière totalement superficielle et enfantine dont ces sujets sont désormais abordés en Occident. Ce n'est pas vraiment le fait que la Chine a dépassé cette technologie. Alors pourquoi devraient-ils accepter une technologie inférieure alors qu'ils en possèdent déjà une meilleure? C'est parce que quelqu'un aux États-Unis a dit quelque chose qui a mis quelqu'un en Chine en colère. C'est ainsi que tout est censé se passer de nos jours. S'ils avaient jamais prêté attention à ce que Lutnick a dit, ils ne seraient pas contrariés à ce sujet. La seule chose qu'ils penseraient serait « Oh, ce n'est pas une puce très avancée, donc d'accord, que devons-nous faire à ce propos ?» Ils le verraient ainsi, plutôt que de se dire « Oh, je suis tellement en colère, je dois l'annuler ». Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Non, non, non. La Chine possède, c'est justement cela. Beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Une base industrielle, scientifique et technologique immense, la plus grande au monde, bien plus importante que celle des États-Unis. Je veux dire, c'est un fait. Aujourd'hui, elle est plus grande que celle des États-Unis. Il y a 20 ans, les États-Unis avaient la plus grande base scientifique et technologique du monde, et cela depuis la Seconde Guerre mondiale et au-delà. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La Chine en a une bien plus vaste. La Chine dispose d'une base manufacturière bien supérieure à celle des États-Unis. La Chine dispose de toutes les pièces nécessaires pour fabriquer les puces les plus avancées possibles. Ils seront capables de produire les machines de lithographie les plus avancées, bien plus avancées que celles fabriquées par les Néerlandais. J'ai appris certaines choses sur cette technologie. Je connais une partie du travail qui est réalisé en matière de lithographie avancée. D'ici 5 ans, nous achèterons des puces chinoises. Nous n'aurons même plus besoin de les obtenir de Taïwan. Et les gens qui me disent « Eh bien, il faudra 5 ou 10 ans à la Chine pour rattraper son retard »,
Non, ce ne sera pas le cas. Oui, la production de puces est très compliquée et très difficile. Mais dire que la Chine, de tous les pays, ne peut pas y arriver, c'est stupide. Oui, et je pense qu'en réalité, cette interdiction des puces envers la Chine, sur le long terme, sert probablement mieux la Chine d'une certaine manière. Absolument, oui. Parce que non seulement la Chine doit finir par fabriquer ses propres puces en remplaçant toutes celles venant de l'Occident, mais en plus, entre-temps, des entreprises comme DeepSeek contournent ce problème pour rendre les puces existantes plus efficaces. Et donc, le prochain modèle qu'ils viennent de lancer est conçu pour utiliser des puces Huawei, qui ne sont pas les puces les plus haut de gamme de Nvidia, mais ils s'en rapprochent tout de même. Ce qu'ils font maintenant, c'est aussi créer, d'accord, je conçois le modèle d'IA en fonction de vos puces, ce qui crée un écosystème, et c'est bien plus utile. Donc, absolument. Je veux dire, l'autre chose, c'est qu'il y a de toute façon trop de discussions autour des puces. Je veux dire, les puces sont très importantes. Je ne veux pas remettre cela en question. Mais elles ne représentent qu'une partie de l'ensemble du paysage technologique. J'ai eu une longue discussion avec quelqu'un, qui est suisse d'ailleurs, et qui est absolument à la pointe de l'IA. Et il m'a dit que le point fondamental, la chose la plus importante, si l'on veut vraiment percer dans l'IA, c'est la production d'électricité. Oui, je veux dire, on peut toujours résoudre le problème des puces, mais si on n'a pas la puissance électrique, on n'ira nulle part. Les États-Unis ne font rien à ce sujet. La Chine, si. Mais c'est même pas que cela. Je veux dire, il faut des programmeurs, il faut des penseurs, il faut tout cela. Et d'ailleurs, il y a un bon article, croyez-le ou non, dans The Economist aujourd'hui, qui affirme également clairement qu'il est impossible de fabriquer aux États-Unis le type de puces avancées actuellement produites à Taïwan. Il existe des problèmes industriels et d'approvisionnement fondamentaux qui rendent cela irréalisable. Les États-Unis, même s'ils parviennent à faire transférer une partie de la production taïwanaise sur leur sol, devront toujours compter sur Taïwan pour leurs puces les plus avancées. Cela m'amène d'ailleurs à un autre point, qui est une raison supplémentaire pour laquelle la Chine doit établir son leadership dans ce domaine, précisément parce que les puces sont la seule chose que possède Taïwan. Il faut donc retirer ce soutien au groupe sécessionniste qui dirige Taïwan. Et à ce moment-là, bien sûr, comme je l'ai dit, les questions restantes deviennent plus simples. Car les Taïwanais comprendront qu'ils n'ont en réalité aucun avantage sur la Chine. Exactement. Encore une chose concernant les relations sino-américaines. Les États-Unis et les Philippines ont récemment accepté de mener plus de 500 activités militaires en 2026. J'imagine que Albert Colby est probablement derrière cela. Il travaille au Pentagone, non? Mais 500 activités militaires, cela fait plus d'une par jour. Que font-ils exactement? Se préparent-ils vraiment à une guerre contre la Chine maintenant? Mais, bien sûr, absolument. C'est exactement ce qu'ils font. Si la Chine avait un accord avec le Mexique pour mener 500 activités militaires dans le golfe du Mexique et sur la côte Pacifique, les Américains diraient sans aucun doute qu'il s'agit de préparatifs de guerre contre les États-Unis. Alors pourquoi la Chine ne penserait-elle pas exactement la même chose à propos de toutes ces préparations que les États-Unis mènent avec les Philippines? Bien sûr, les Américains disent qu'ils protègent les Philippines. Premièrement, il n'y a aucun signe que la Chine ait des plans agressifs contre les Philippines. Pourquoi la Chine voudrait-elle avoir des plans agressifs contre les Philippines? Et dans la mesure où il existe des tensions entre les Philippines et la Chine, c'est parce que ces exercices ont lieu. En d'autres termes, c'est parce que les Américains sont là.
Et dans l'ensemble, puisque nous savons que Trump a fait toute cette histoire en Alaska pour rallier les Russes à sa cause contre la Chine, oui, à quel point penses-tu que la Russie fera confiance aux États-Unis? Ils ne le sont pas. Et je pense que c'est un autre point important à souligner, en fait. Tout d'abord, je pense que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Il y avait autrefois, et dans une très faible mesure, il existe encore, une certaine partie de la société russe, peut-être principalement dans l'intelligentsia et dans certains milieux que l'on pourrait qualifier d'oligarchiques du monde des affaires, qui étaient intensément pro-américaines. On rencontrait assez souvent ces personnes lorsque l'on se rendait en Russie, du moins si l'on fréquentait le même type de personnes que moi lorsque j'y étais. Cela a complètement disparu, et la plupart de ces gens ont soit quitté la Russie, soit changé d'opinion. Mais je ne dis pas que vous ne trouverez jamais de personnes comme cela là-bas. Il existe aussi, ou il existait, et je pense qu'il existe encore, une communauté de personnes issues de l'ancienne élite soviétique. Des gens qui étaient de véritables patriotes soviétiques, et qui, de ce fait, ont toujours aspiré à une certaine forme de relation avec les États-Unis. Non pas parce qu'ils voulaient américaniser leur société ou devenir des vassaux des États-Unis, mais parce que les États-Unis étaient leur grand adversaire. Ils voyaient les États-Unis comme le rival. Ils voulaient aussi rendre l'Union soviétique ou la Russie aussi puissante et aussi riche que les États-Unis l'étaient. À certains égards, les États-Unis étaient leur modèle. Je pense qu'une partie de cette influence subsiste encore dans certains milieux. On peut le constater lorsqu'on écoute des personnes comme Kirill Dmitriev, par exemple, qui est le directeur du Fonds russe d'investissement direct et qui d'ailleurs a fait ses études à Harvard. Il a été envoyé par les Soviétiques en Amérique pour apprendre tout cela. Mais j'ai le sentiment qu'au fil des jours, cet élément diminue. Et cela dans un renversement complet par rapport à ce que l'on voyait à la fin de la guerre froide, où ce sont les anciens responsables soviétiques qui se méfiaient des États-Unis et les plus jeunes qui voulaient un rapprochement avec les États-Unis. Lorsque les plus jeunes, menés par Gorbatchev, ont pris le pouvoir, nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Ce sont les plus âgés, les personnes issues, si l'on veut, de l'époque Gorbatchev, qui, même s'ils ne sont pas forcément gorbatcheviens, souhaitent encore maintenir un certain lien avec les États-Unis, qui sont encore là et qui ont encore un peu d'influence. Lavrov lui-même tient parfois ce genre de discours. Mais il y a les autres, beaucoup plus durs, qui montent en puissance et qui disent « Les Américains sont tout simplement terribles. Nous avons vu qui ils sont vraiment. Certains d'entre nous sont allés en Amérique et nous ne sommes pas si impressionnés. Concentrons-nous plutôt sur ce que nous savons bien faire. Oublions ces gens détestables. Et la Chine est un pays plus proche de chez nous. » Nous apprenons le chinois maintenant. Ce sont des produits chinois, des voitures chinoises que nous commençons à conduire. Et oublions cela. Donc je pense qu'il y a un changement culturel en Russie en ce moment, et il ne faut pas le sous-estimer. Je pense même qu'il s'intensifie. Quand je suis allé en Russie, il y a quelques mois, il y a 2 mois, j'ai assisté à une conférence d'avocats, des civils, exactement le genre de personnes qui autrefois se tournaient vers l'Occident. Et ce n'est plus le cas, surtout chez les plus jeunes. Je crois que j'en ai déjà parlé dans des émissions précédentes. Donc non, je ne pense pas que cela arrivera un jour. Je crois que cette possibilité a disparu depuis longtemps. Mais oui, ils continueront de tester. Oh bien sûr, parce qu'ils y croient encore. Ils s'imaginent encore que, vous savez,
si on pouvait d'une manière ou d'une autre percer, si on pouvait se débarrasser de cet homme terrible, Monsieur Poutine. Les Russes, au fond, nous aiment toujours. Ils veulent toujours nous ressembler, et nous pourrons les reconquérir. Je lis sans cesse des articles de ce genre dans les médias des think tanks aux États-Unis. Et c'est complètement faux. Comme je l'ai dit, ils parlent d'une Russie qui existait il y a 30 ou 40 ans. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et ils parlent aussi des États-Unis tels qu'ils existaient il y a 30 ans, je pense. Oui. Et la situation à Gaza. Donc, la dernière nouvelle, c'est que la ville de Gaza sera rasée si le Hamas n'accepte pas nos conditions. C'est ce que disent les ministres israéliens. Vous voyez, Trump est tellement désireux d'obtenir le prix Nobel de la paix, mais il ne fera absolument rien pour protéger Gaza contre aucune de ces agressions. D'accord. Eh bien, il le soutient. Je veux dire, si vous êtes le président des États-Unis et que votre principal allié au Moyen-Orient est Israël, et qu'Israël fait quelque chose comme ça, et que vous ne vous y opposez pas, alors vous le soutenez. Pour moi, c'est aussi simple que cela. Non. Et puis les dirigeants occidentaux, vous savez, ils affirment tous « Nous allons reconnaître l'État palestinien lors de la prochaine réunion de l'ONU ». Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement le reconnaître maintenant? Pourquoi doivent-ils attendre la prochaine réunion de l'ONU? Eh bien, vous avez tout à fait raison à ce sujet. C'est pour que les Israéliens puissent trouver une belle formule derrière laquelle ils pourront tous se cacher, afin de ne pas avoir à faire ce qu'ils ne veulent vraiment pas faire. Je veux dire, ce n'est pas réel. Ce n'est pas de la diplomatie. Ce n'est pas fait de bonne foi. C'est tout le contraire. Oui, et c'est ce que dit Lavrov. Il a déclaré que l'Occident retarde la reconnaissance de la Palestine jusqu'à ce qu'il ne reste plus de Palestine à reconnaître. C'est ce qu'ils font. Non seulement cela, mais le département américain de la Défense a demandé au Congrès plus de 3,5 milliards de dollars de fonds d'urgence pour reconstituer les stocks d'armes déployés dans le cadre de l'opération de soutien à Israël. On dirait à attaquer l'Iran. Oui, c'est le cas. Israël a effectivement l'intention d'attaquer l'Iran. L'Iran sait qu'Israël se prépare à l'attaquer. Et les Iraniens commencent à... Enfin, pas commencent. Ils prennent déjà des mesures pour s'y préparer. Cela n'a pas été largement rapporté. Mais le président Raïssi, le président iranien, a clairement déclaré qu'il y aurait très bientôt une nouvelle attaque israélienne et qu'elle serait cette fois-ci plus puissante. L'Iran a créé un quartier général spécial pour faire face à cette attaque lorsqu'elle surviendra. Encore une fois, cela a été rapporté dans les médias iraniens, mais à ma connaissance, nulle part ailleurs. Et l'ayatollah Khamenei, le guide suprême de l'Iran, a envoyé Ali Larijani, son conseiller à la sécurité nationale, à Moscou, où il a eu une réunion avec Poutine. Le ministre iranien de la Défense s'est également rendu à Moscou lors du même voyage et a rencontré Poutine, lui aussi. Et ils vont tous se rendre en Chine pour l'organisation de coopération de Shanghai. Ils se préparent. Je veux dire, il est très probable que cet automne, nous ayons une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Et il semble que Trump va envahir le Venezuela parce qu'il a déployé 3 destroyers lance-missiles au large des côtes vénézuéliennes. Maintenant, il a affirmé que c'était pour lutter contre les cartels de la drogue. Mais personne ne croit ça, non? Pourquoi veut-il déclencher une guerre avec le Venezuela? Je ne comprends pas. Vous envoyez des destroyers lance-missiles pour arrêter des trafiquants de drogue. Je veux dire, c'est ridicule, absolument ridicule.
Et vous avez tout à fait raison. On dirait qu'il se prépare aussi à mener une sorte de guerre contre le Venezuela. Encore une crise. Tout cela, je dois le dire, donne l'impression d'un pays qui devient de plus en plus un tyran, parce qu'il a besoin de se prouver à lui-même qu'il est encore fort. Oui, d'accord. Oui, parce qu'en fait, Trump a déjà dit une fois qu'il avait eu une conversation avec Orban. Orban a dit, vous savez, sur le commerce et l'économie, on ne peut pas battre la Chine. Sur le champ de bataille, l'OTAN ne peut pas vaincre la Russie. Et Trump a dit que c'était intéressant qu'il dise cela. Donc on dirait qu'il est presque d'accord avec Orban. Il ne l'a pas dit explicitement, mais pour lui, entendre cela ne doit pas être très agréable. Donc, c'est 15 choses. C'est exactement ça. Je veux dire, l'ère Biden et l'ère Trump représentent deux réponses américaines différentes au sentiment de perdre leur position de leader dans le monde. Donc, Biden, vous savez, toute la coalition des démocraties contre l'axe des autocraties, les tentatives d'isoler la Chine, tout cela. Et bien sûr, provoquer la Russie dans une guerre, ce qui vise à affaiblir la Russie, et toutes ces choses-là. Trump adopte une approche légèrement différente, essayant de faire ce qu'il pense, à tort d'ailleurs, que Nixon avait entrepris lorsqu'il est allé à Pékin pour gagner la Chine et jouer la carte chinoise contre l'Union soviétique. Il veut jouer la carte russe contre la Chine, et il veut établir la suprématie américaine au Moyen-Orient et au Venezuela, de tous les endroits, et prendre le contrôle du pétrole et tout cela. Comme je l'ai dit, ce ne sont que les jeux auxquels se livre quelqu'un qui sent que finalement, la partie est perdue. Ils paraissent de plus en plus imprudents et de plus en plus dangereux. Je me souviens avoir lu il y a environ 2 ans un éditorial vraiment intéressant dans le Global Times qui disait que la Chine et ses divers partenaires, surtout la Russie, mais les autres aussi, sont en somme bien plus puissants que ne l'a jamais été le vieux pacte de Varsovie. Ce qui est tout à fait vrai, d'ailleurs. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de rester calmes. Et au final, tout s'arrangera. Et ils ont parfaitement raison. Les Américains, en revanche, montrent de plus en plus de signes de... Eh bien, je pense que le mot « panique » n'est pas tout à fait inexact. Ils ne paniquent pas tous les jours. Ils ne courent pas partout en s'arrachant les cheveux. Mais il y a une sorte de panique silencieuse qui grandit peu à peu. Et c'est pour cela qu'ils prennent toutes ces décisions très étranges. D'ailleurs, ils vont aussi envahir le Mexique. Catherine, si ma femme était au Mexique il y a quelques jours à peine, et tout le monde en parlait là-bas. Eh bien, il y avait un article, je crois que je l'ai lu juste hier soir, qui disait que Trump se retire temporairement de cet accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Apparemment, il a confié en privé à ses conseillers que c'est bien plus complexe qu'il ne le pensait. Donc au moins, il s'en est rendu compte, il a compris que c'était trop pour lui à gérer, alors il se retire temporairement. Se retirer temporairement. Il va revenir en Messie une fois que tout sera terminé et réglé. Je veux dire, d'une certaine manière, on en viendrait presque à avoir pitié de lui quand il parle comme ça. Oui, d'accord. Voyons ce qui va se passer. Voyons si cette réunion aura lieu. D'accord. C'est très douteux, je pense. Je veux dire, les Russes n'ont jamais accepté cela. C'est l'autre chose à préciser. Ils n'ont jamais accepté une rencontre avec Zelensky à ce moment-là. Trump a dit à tout le monde qu'il l'avait fait. Il entend ce qu'il veut entendre et il n'écoute pas vraiment ce que disent les autres. C'est pourquoi cette réunion à Anchorage s'est révélée être un fiasco. Trump aime faire ça. Avant que quoi que ce soit ne devienne, vous savez, une réalité, il va déclarer, vous savez, que c'est déjà réglé. TikTok
Combien de fois avons-nous entendu, vous savez, que TikTok allait faire ceci ou cela? Et au fait, la Maison-Blanche a maintenant un compte TikTok. Vous savez, c'est illégal parce que TikTok est interdit aux États-Unis. Donc, le gouvernement fédéral et les gouvernements des États ne sont pas censés avoir de compte sur TikTok. Maintenant, la Maison-Blanche est sur TikTok. Enfin, bref. On ne peut pas inventer ça. Enfin bref, voilà. Oui, exactement. Très bien. Voyons donc ce qui se passera la semaine prochaine. Il y aura peut-être une guerre au Mexique ou au Venezuela. Nous verrons. Nous verrons. Nous verrons. Et en attendant, la Chine poursuit son chemin, sereine, en paix avec elle-même, et le monde continue simplement de croître. Quoi qu'il en soit, voilà. Merci beaucoup, ce fut un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui et j'ai hâte de vous retrouver pour notre programme la semaine prochaine. Oui, d'accord. Merci encore. Passez un bon week-end. Toi aussi. Au revoir.